Mokoko, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Congo en Belgique. Et à l'Union européenne. Et à l'Union européenne, voilà. Voilà, Excellence, nous sommes heureux de nous recevoir ici. Alors, la première préoccupation, c'est sur l'aménagement du territoire et de la sécurité maritime, enjeu essentiel pour le développement durable et la stabilité de l'Afrique centrale. Est-ce que vous avez quelque chose à dire dessus, Excellence? Oui, je voudrais tout d'abord vous dire que la République du Congo dispose d'un réseau hydrographique très élargi, très dense, et parmi les plus denses du monde. Vous savez ce que représente le fleuve Congo sur toute la longueur, dont la plus grande partie est en République démocratique du Congo. Et lorsqu'elle entre en République du Congo pour faire frontière entre les deux pays, elle est arrosée par plusieurs rivières de grande importance, Lubangi, la Songa, la Likwala Mosaka, la Likwala Ozea. Et vous avez d'autres rivières importantes tout le long du fleuve jusqu'à Brazzaville et Kinshasa, notamment par le Djoué et de moindre importance la Djiri par exemple. Et au plan intérieur, vous avez également le Koulouniari. Ce sont des fleuves, un fleuve qui se jette dans la mer. C'est le terme même de fleuve. Alors le réseau est très intense. Vous voyez que la partie nord-est est totalement une partie qui fait cuvette. C'est-à-dire c'est une partie humide, elle est inondée et cela dispose des conditions de ce réseautage hydrographique auquel j'ai fait allusion. Alors, cependant, lorsque vous avez les eaux intérieures, il y a aussi la situation halieutique. Cette dimension halieutique est fondamentale. Cependant, elle souffre des problèmes de réglementation, de mise en œuvre des réglementations déjà approuvées, et elle souffre d'un dispositif qui est resté aussi vieux que jamais, l'utilisation des pirogues en bois, taillées d'une manière ou d'une autre, mais qui ont une conséquence écologique fondamentale, puisqu'il faut abattre les tondables et chaque tondable correspond à une seule pirogue. Vous voyez, c'est très compliqué, et ce qui appelle donc une réflexion à ce niveau-là. Tout à l'heure, je demanderai à mon confrère Lantron de prendre la parole pour nous édifier sur ce sujet. Alors, vous comprenez également qu'il y a un gros problème de circulation lié au fait que ces zones sont totalement enclavées depuis le secteur de Makoti Poko jusqu'à Infondo, totalement enclavées, et les flux de transport sont très irréguliers et un rôle négatif sur l'économie. Je veux parler également de la dimension agriculture, puisque en dépit des efforts du gouvernement, on constate qu'il y a encore une agriculture sur brûlée qui est pratiquée. Et on a des grands défis sur les rendements agricoles, sur les actifs agricoles, et ce sont ces situations qui demeurent des véritables défis pour nos États. Et je vous ai parlé de la pirogue qui reste le seul moyen de déplacement. L'avantage, c'est qu'on les appelle des sampans. Mais de nos jours, les sampans qu'on rame, il y en a encore, mais on n'utilise pratiquement pas. On utilise des sampans avec un moteur. Mais qu'est-ce que le sampan il offre? Parce que la coque du sampan est faite en matière composite. Donc on n'a plus besoin des arbres adultes. Un grand arbre ne fait qu'une pirogue. Mais les matières composites, on peut faire un nombre de sampans incalculable. Le sampan, à l'inverse de la pirogue n'a pas un fond plat. Tandis que le sampan, il a un fond plat. Et le fond plat offre beaucoup plus de sécurité, aussi bien concernant les personnes qui sont transportées que pour la marchandise. Le fond plat permet également au sampan d'être navigable sur des cours d'eau à très faible profondeur. Et l'avantage le plus remarquable pour le sampan motorisé, c'est-à-dire le moteur qui fait avancer le sampan. Il a d'autres applications à terre, c'est-à-dire lorsqu'il ne sert pas comme force motrice.
pour le sampan, à terre, il peut servir comme pompe pour l'irrigation, il peut servir pour des machines agricoles, pour tamiser ou autres applications. Il peut même servir comme générateur pour produire l'électricité. Et dès lors, c'est un usage multiple lorsque on est sur l'eau ou bien on est sur terre. Et nous avons trouvé que c'est une application qui pourrait intéresser la République du Congo ou autres pays de l'Afrique centrale. Et nous avons proposé aux autorités congolaises que nous avons rencontrées que si c'est nécessaire, nous pourrions offrir une étude beaucoup plus détaillée pour ce faire. Alors, ce que j'aimerais vous dire, c'est que la République du Congo fait partie du protocole d'Abuja. Et ce protocole qui a pour partie essentielle, acte essentiel, la provision de la lutte contre la pollution maritime et la sûreté et la sécurité de la navigation maritime. Alors, dans ce concept, cela appelle les États qui font partie de l'accord, cet accord donc, qui intègre 22 pays, de la Mauritanie au Cap de Bonne-Espérance. Et ces 22 pays, ils doivent disposer des capacités en ressources humaines à même de gérer ces différents programmes pour le compte de chacun des pays, mais aussi pour le compte de communautaires. Et en ce qui nous concerne, pour les pays de cette zone où les questions de sécurité dans les zones économiques spéciales exclusives sont fondamentales. Alors, à ce moment, nous avons imaginé travailler avec, dans le cadre de la coopération avec le Vietnam et les pays de l'ASEAN, c'est la coopération sud-sud et triangulaire, pour arriver à élaborer un plan de travail qui nous amènerait à créer les conditions de renforcement des capacités des ressources humaines, à préparer les hommes et les femmes pour accomplir le travail qui est attendu d'eux à ce niveau, pour affirmer effectivement notre capacité à assurer la sûreté et la sécurité maritime de notre zone économique exclusive. Vous avez parlé de la sécurité. Quelles sont les priorités stratégiques du Congo dans la gestion de son espace maritime? Oui, voilà. Vous voyez que nous subissons beaucoup de problèmes en ce qui concerne le piratage, le piratage des bateaux dans notre zone, en ce qui concerne la pêche illégale dans la zone exclusive, et aussi en ce qui concerne le brigandage dans la pollution. Et la pêche illégale, ce n'est pas seulement ceux qui n'ont pas le droit de pêcher, qui n'ont pas la licence de pêcher, mais c'est également les méthodes utilisées pour exterminer les espèces dans la zone. Et pour le faire, il faut que vous ayez les moyens, aussi bien humains d'abord, mais aussi matériels et technologiques pour assurer la surveillance de tout cet espace. La République du Congo, comme d'autres pays qui font partie de la Commission du Golfe de Guinée, souffre un problème presque permanent. C'est-à-dire que, suivant les statistiques, en moyenne, chaque année, il y a un peu plus de 20 000 navires qui visitent les eaux territoriales des pays membres. Et un bon nombre de ces navires, ce sont des navires sous standard. Et quand on parle de navires sous standard, ils sont sous standard, c'est-à-dire qu'ils représentent un risque, voire une menace pour à la fois la sécurité et la sûreté. Comme l'ambassadeur vient souligner, il y a les deux aspects. Il y a la sécurité, c'est-à-dire que les dangers que les navires créent à l'environnement, et la sûreté, c'est-à-dire les dangers que les éléments extérieurs provoquent vis-à-vis des navires et des équipages, ou bien des richesses, des ressources naturelles. Et l'ambassadeur a également insisté sur le fait que pour contrôler ou bien pour prévenir ces risques, la question de la formation
des agents de l'État est extrêmement important. Ces formations pourraient être considérées dans le cadre d'une coopération sud-sud ou trilatérale, et ça concerne deux aspects principalement, c'est-à-dire que la Convention internationale ISM, c'est l'abréviation en anglais de International Security Management, et c'est pour le parti navire, et pour la partie gestion portuaire, le ISPS, l'International Safety and Security Port Facility, qui aide les États à comment gérer les installations portuaires vis-à-vis des menaces ou bien des risques qui viennent de l'extérieur, à savoir notamment les navires sous standard, parce qu'un navire sous standard, il peut provoquer une pollution, il peut provoquer des accidents aux installations portuaires, il peut renfermer des problèmes en ce qui concerne l'utilisation ou bien l'emploi des équipages à bord, parce que notamment les conventions de travail de l'Organisation internationale du travail s'appliquent sur les navires également. Et donc la formation des agents de l'État qui exercent ce pouvoir régalien est extrêmement important. Si les agents ne sont pas au niveau, ils ne peuvent pas contrôler. Et si le contrôle n'est pas efficace, le danger ou le risque continue à exister. J'ai eu deux petites préoccupations. La première est, je voudrais savoir qu'est-ce que le Congo entend pour renforcer ou assurer la résilience environnementale, et aussi quel message adresse-t-il aux partenaires internationaux, aux investisseurs et aussi à la jeunesse africaine qui est engagée pour le développement responsable dans le même cadre. Alors, vous savez que l'environnement de maritime vont de pair. Donc, quand nous assurons la sécurité de notre zone économique exclusive, alors nous préparons l'avenir. Parce que contre la pollution, contre l'illégalité de la pêche, mais aussi contre le piratage, ce sont des éléments essentiels. Et pour le faire, il faut que nos ressources humaines soient préparées à ces différentes épreuves. Je prends un exemple simple. Vous avez des bateaux qui battent pavillon de votre pays, qui battent par exemple pavillon de la République du Congo. Nous devons être certains que des critères sont remplis pour suivre le mouvement de ces bateaux doivent être assurés et transporter des matières propres. C'est-à-dire celles qui ne mettent pas en danger l'environnement dans son ensemble. L'espace marin, vous savez que 80% du trafic de marchandises passe par la mer. Et c'est un élément important où nous pouvons engranger pas mal de ressources, devises naturellement, pour votre pays. Donc, assurer cette sécurité est quelque chose de fondamental. Donc, des côtes bien surveillées et un espace marin bien protégé, à la fois contre ces pollutions voulues ou non voulues, mais également cette sûreté pour que le brigandage, les actes de brigandage ne s'y passent pas. Donc il faut préparer les hommes, il faut qu'ils soient en mesure d'assurer ces différentes tâches, parce que chacun doit être à son poste de travail, savoir contrôler les bateaux aussi bien dans le temps, ceux qui passent la route, les questions de transbordement au large qui sont très importantes parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qui passe d'un bateau à un autre. C'est des questions de sécurité. Et les questions de piratage, il faut que vos équipes soient capables de comprendre ce qu'ils ont à faire et ce qu'ils doivent faire et qu'ils aient les moyens de le faire. Alors, l'examen dans nos différents pays pose le problème de ressources humaines dans leur capacité à pouvoir assurer ces fonctions aussi bien techniques au plan juridique également. Mais donc, les professionnels de ce milieu manquent encore. Et cela doit être notre priorité. Et c'est pour cela que nous voulons, dans le cadre de cette coopération sud-sud et triangulaire, commencer à aborder ces pays au plan régional, puisque le Golfe de Guinée engrange un ensemble de pays, et la sécurité du Golfe de Guinée dépend de nous, de chacun de nos pays, mais également
l'ensemble de nos pays, donc au niveau régional. Et nous avons eu de bonnes réunions avec les autorités politiques et aussi administratives à Brazzaville, avec M. Long, et qui en a tiré, je crois qu'il a fait des propositions, il continue à les faire, pour que nous examinions la meilleure manière de pouvoir aborder certaines questions pour lesquelles nous avons eu quelques faiblesses, et ce n'est pas insurmontable. On a la potentialité nécessaire. On a la mission qui a été menée conjointement avec l'ambassade du Congo en Belgique a été très fructueuse dans la mesure où nous avons eu des réunions au niveau ministériel et au niveau des autorités maritimes d'une façon pratique, et on a esquissé ensemble les programmes de formation en ce qui concerne les agents de l'État chargés du contrôle à la fois pour la gestion portuaire que pour les navires qui visitent les eaux congolaises. Ok, merci beaucoup, merci Excellence. Nous avons fini l'an 2025, bientôt l'an 2026. Je voudrais juste que vous puissiez nous donner quelques calendriers ou quelques dates butoirs ou événementielles sur la politique nationale, internationale et diplomatique de la République du Congo. D'abord, si je parle de la République du Congo, nous avons l'élection présidentielle au mois de mars 2026. C'est le point clé, je crois que ce sera le point de départ d'un nouveau programme avec le nouveau gouvernement, je l'espère. Mais dans l'intervalle, étant donné que nous sommes des hauts fonctionnaires représentant nos États, nous travaillons ardemment au niveau de notre région d'Afrique centrale sur ces questions d'environnement, globalement d'économie bleue, mais également nous travaillons sur les questions économiques et commerciales, examiner comment est-ce que, avec cette coopération avec l'ASEAN, nous pouvons faire des grands pas dans l'amélioration des conditions d'investissement dans les secteurs de nos différents pays que nous estimons prioritaires. Il y a les priorités régionales également. C'est généralement la connexion pas physique, mais aussi virtuelle, de façon à faciliter les flux entre nos États dans la région Afrique centrale. Quand les flux sont facilités, le commerce est facilité d'autant. Et quand le commerce est facilité, la production intérieure également est boostée. Et donc, la recherche de la productivité pour qu'on soit le plus concurrent, ils vont le mieux possible aux voisins. Et ce n'est pas ce qui nous manque. C'est aussi une façon intéressante de mettre en valeur toute cette transéquatoriale au départ de Pointe-Noire, port en eau profonde, le chemin de fer Pointe-Noire-Brazzaville, ou la route lourde Pointe-Noire-Brazzaville. Vous avez Brazzaville-Kinshasa, vous avez le fleuve à Bangui et connexion à N'Djamena par la route. Et dans cette transéquatoriale établie, évidemment, nous avons les financements de l'Union européenne, nous avons les financements des bailleurs qui s'intéressent à cela parce que ce type de programme d'investissement intègre fondamentalement l'économie bleue. Voilà. Donc, par la réseau intérieur. Comme le port de Pointe-Noire est également intégré, vous avez l'économie bleue par d'autres fenêtres maritimes qui est de plus ou moins 180-190 km. Et puisque nous sommes là dans la zone qui est intégrée dans la zone régionale du Golfe de Guinée, ça veut dire que les programmes régionaux sont importants également, qu'ils soient pris en ligne de compte dans le soutien financier des bailleurs internationaux et aussi des efforts budgétaires des États.